Bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique de Télé Grenoble, 40 minutes en tête-à-tête chaque semaine avec un élu du territoire. Aujourd'hui, je reçois Elisa Martin, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes première adjointe à la mairie de Grenoble depuis 8 ans. Vous avez également été conseiller régional pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous êtes membre du Parlement de l'Union populaire, une des porte-paroles de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne présidentielle. C'est un candidat que vous côtoyez depuis longtemps, puisque vous avez fondé le parti de gauche en 2009, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Je connais Jean-Luc Mélenchon maintenant depuis une trentaine d'années. Voilà, j'ai été d'emblée très impressionnée et très convaincue par le fait qu'un intellectuel, puisque au fond, c'est ce qu'il est, qu'un intellectuel s'engage en politique. Et alors, c'était il y a longtemps, mais soit d'emblée en capacité de porter des débats de fond. Et à l'époque, c'était la nature du capitalisme. Voilà, aujourd'hui, tout le monde dit le capitalisme est transnational et financier. Mais à l'époque, c'était lui qui portait cette analyse et ça m'a convaincue. On peut vous considérer comme une proche de Jean-Luc Mélenchon ? J'espère bien, oui. Vous êtes également professeur de lettres, en tout cas c'était votre métier avant de faire de la politique. Fait. Vous enseignez toujours aujourd'hui ? Non, malheureusement, je suis en disponibilité depuis un certain temps, mais même si je sais que le métier est difficile, hein, bien sûr, je crois que les enseignants, nous sommes tout à fait indispensables pour l'avenir des enfants et pour la République aussi, dont nous participons au quotidien. Voilà, c'est un très beau métier. Alors Grenoble est une des rares grandes villes en France où la France insoumise est dans l'exécutif, en association avec les écologistes ici chez nous. Pourtant, il n'est pas venu faire campagne en Isère, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est prévu ? Alors, de toute façon, on a cherché à baliser déjà les très grandes villes de France, si je puis m'exprimer ainsi, Lyon, Paris, Marseille. Montpellier. Donc, pour l'élection présidentielle, on a plutôt organisé les choses de cette façon-là, en ayant un souci en tête, qui était de faire de grands rassemblements populaires, fraternels. On l'a fait dimanche dernier autour d'un meeting pour la paix. À Lyon, on le fait dimanche, c'est la marche pour la 6e République. Donc pour cette présidentielle, on privilégie des grands moments autour de Jean-Luc Mélenchon, des grands moments de rassemblements populaires, mais aussi d'autres types de moments, particulièrement au travers du porte-à-porte ou au travers de la caravane de l'Union populaire, qui nous permet de discuter au plus près avec chacun et bien évidemment, vous nous connaissez, d'échanger des arguments autour de notre programme que vous pourrez trouver dans toutes les librairies pour la somme modique de 3 €. Voilà, c'est dit. Déjà, nous, on en a un programme. Et il est conséquent. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Donc, si j'ai bien compris, il ne viendra pas, même en hologramme, on ne le verra pas en Isère. Alors, a priori, l'hologramme sera plutôt accueilli à Valence. Puis bon, comme il est un peu... C'est un ami, il vient souvent, malgré tout. Donc, pour cette campagne présidentielle, on a plutôt choisi de baliser d'autres grandes villes. Bon, la dernière fois qu'il était venu à Grenoble, on va dire de façon officielle, c'était en octobre 2017, ça date un peu, pour soutenir les salariés de General Electric, on le voit sur ces images. Pourtant, aujourd'hui, il a des attaches familiales dans notre département. Il y a son gendre qui est devenu un élu isérois. Oula, la vie privée de Jean-Luc Mélenchon... Gabriel Amar, c'est son nom, il ne se cache pas d'être en lien familial avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense très sincèrement que tout ça ne regarde que la famille de Jean-Luc ça reste Mélenchon. Un élu Par contre, Gabriel Amar est lui aussi un vieux camarade de grande qualité, et on a été très heureux quand il est arrivé en Isère, puisque ça nous fait un soutien, quelqu'un qui a l'habitude. Il a occupé beaucoup de fonctions différentes électives. Gabriel, il a commencé très jeune et très tôt, et bien sûr, on a été très heureux de l'accueillir. Pour le reste, laissons les choses là où elles sont, si vous le voulez bien. Il est aujourd'hui conseiller régional de l'Isère pour la France insoumise. Revenons à Jean-Luc Mélenchon. Il a été le premier à annoncer sa candidature en novembre 2020. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il est en campagne. Alors, il est habitué de ces campagnes. C'est sa 3e, après 2012 et 2017. C'est aussi le plus âgé des 12 candidats en lice. Il aura 71 ans cet été. Est-ce que ce n'est pas un handicap, cet âge ? Bah écoutez, non. En tout cas, c'est bien la première fois que cette question m'est posée.
Non, Jean-Luc François Mitterrand, par exemple, en 81, est il avait 64 ans, Chirac 63, Sarkozy 52, Hollande 57, Macron 39. Oui, je pense que la question de l'âge du capitaine est indifférente. Ce qui compte, c'est ce qu'il est, les valeurs qu'il incarne et encore une fois, notre programme. C'est une sorte de tête de gondole, Jean-Luc Mélenchon, et il a accepté pour la 3e fois de jouer ce rôle pour nous tous et on ne peut que l'en remercier. C'est pas paradoxal, vous parlez de son programme, de revendiquer la retraite à 60 ans, c'est un des marqueurs de cette campagne pour la France insoumise, et puis de ne pas se l'appliquer à soi-même? Oui, c'est vrai, il pourrait nous le reprocher. Je parlais pour lui. Ouais, mais ma réponse est celle-ci. Bon, en tout cas, c'est un personnage qui est présent sur la scène politique nationale depuis près de 40 ans. Il avait été élu sénateur dans les années 80, qui n'a pas toujours une bonne image auprès de l'opinion publique. Vous qui le connaissez de façon plus personnelle, est-ce qu'il y a un décalage entre l'image qui renvoie dans les médias et puis l'homme que vous connaissez? Bien sûr, évidemment. Bien sûr, l'image, le fait médiatique vient parfois exacerber tel ou tel aspect de la personnalité d'un homme ou d'une femme politique. Moi, je crois que ce qui le caractérise prioritairement, c'est sa volonté et sa force. Voilà. Quand il dit ça, on le fera, le SMIC à 1 400 €, l'allocation pour nos jeunes gens, pour qu'ils ne soient pas obligés de travailler quand ils font leurs études, quand ils font leur apprentissage, il le fera. Quand il explique notre vision dans une situation très complexe, il n'y a que les va-t-en-guerre qui pensent que c'est facile. Relativement à la situation ukrainienne, il le fera. Voilà, moi, ce qui me paraît quand même l'élément qui le caractérise prioritairement, c'est sa force, sa volonté et son honnêteté. Et pour pouvoir mettre tout ça en place, il faut être élu, donc il faut être capable de rassembler plus de 50% des voix au second tour, avec une personnalité parfois clivante, c'est un handicap. Écoutez, moi j'ai parfois coutume de dire qu'une chiffre molle à la tête du peuple de France, où on a quand même des têtes assez dures, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc moi je préfère une personnalité marquée, claire, franche, directe, plutôt qu'autre chose. Mais encore une fois, c'est pas un concours de beauté là, tout ça. C'est la situation appelle à des réponses qui sont des réponses politiques et cela passe par notre programme. Je crois aussi que notre petite vingtaine de députés insoumis, fort différents les uns des autres, dans leur histoire politique, dans leur origine professionnelle, disons les choses comme cela, ont montré à quel point ils pouvaient être déterminés, convaincants, solidaires entre eux. Et je trouve que c'est cette image-là qu'il faut retenir de l'Union populaire, celle du Parlement, de l'Union populaire, où nous sommes très différents les uns des autres, avec Aurélie Trouvé qui a présidé Attac, qui est la présidente de l'Union populaire, bien évidemment, mais aussi avoir cette image de notre équipe de députés très présents sur le terrain, toujours prêts à donner le coup de main sur l'ensemble des sujets sociaux. C'est ces images-là, je pense, qu'il faut retenir, plutôt que des images peut-être un peu fabriquées de Jean-Luc Mélenchon. Ou médiatique, effectivement. Il se méfie un peu des médias, votre candidat. Oui, il a raison. En tout cas, oui, on a tous les uns et les autres, oui, une certaine rigueur à l'égard des journalistes. Nous considérons que nous pouvons rigueur discuter. Ou appréhension ? Non, rigueur. Que nous pouvons discuter les questions et discuter les angles que vous nous proposez. Nous assumons cela. Alors, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, il a aussi une chaîne YouTube qui est celle qui est la plus regardée de tous les candidats. Alors, je ne sais pas si c'est un indicateur fiable pour le résultat de l'élection, mais c'est un élément. Chez les jeunes gens aussi, il y a quand même quelque chose qui se passe en utilisant tous ces moyens très modernes de communiquer. Rappelez-vous ce que avait suscité son passage sur l'utilisation de TikTok. Et ça trouve un écho chez les jeunes gens qui, par la parole, sans doute, trouvent une façon plus aisée de se saisir, j'insiste encore une fois, du programme et des propositions. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et il nous faudra un peuple de France mobilisé. Effectivement, malgré ses 70 ans, il a réussi à se mettre au goût du jour avec les réseaux sociaux, ce que d'autres candidats peut-être plus jeunes font moins facilement. Si on s'en réfère aux nombreux sondages publiés chaque semaine depuis des mois, Jean-Luc Mélenchon bénéficie en ce moment de la meilleure dynamique de campagne avec Emmanuel Macron. Alors ça lui fait un point commun avec le chef de l'État en ce moment. Est-ce que c'est la dynamique du vote utile à gauche maintenant qu'il est clairement le candidat de gauche qui est le mieux placé dans ces sondages ?
Nous, on n'aime pas trop la notion de vote utile. N'importe quel citoyen qui se déplace qui met un bulletin dans l'urne, c'est de toute façon une démarche utile. Toute démarche citoyenne est une démarche utile. Après, si le sujet, c'est de dire quelle est l'opposition dans le pays, est-ce que c'est une opposition de gauche fondée sur le partage des richesses, la planification écologique, un nouvel ordre républicain au travers de la 6e République? Oui, évidemment. A priori, c'est bien pour Jean-Luc Mélenchon qu'il faut voter, pour éviter cette situation, encore une fois, où l'opposition à Macron serait incarnée et seulement incarnée par l'extrême droite. Et bien sûr que c'est un élément qui fait bouger. Mais plus fondamentalement, peut-être, si vous le voulez bien que cela, nous, c'est ce que nous ressentons, donc en particulier au travers des porte-à-porte. C'est la 3e campagne présidentielle que je fais avec Jean-Luc candidat. L'accueil est extraordinaire. Mais vraiment, il faut le dire, les portes s'ouvrent, les sourires se dessinent sur les visages, les discussions s'engagent sur tel ou tel aspect, du programme. C'est intéressant parce que en cette Macronie qui écrabouille tout, on a tendance à considérer que le peuple de France est atone, qu'il n'attend plus rien, que de toute façon ce qui va gagner, c'est l'abstention. Ça n'est pas ce que nous percevons. Nous percevons particulièrement dans les milieux populaires une envie de changement, de justice sociale et d'un horizon pour les enfants, ce qui induit la question écologique, évidemment. Alors même si effectivement il a une bonne dynamique, en ce moment il reste loin pour l'instant de la qualification, on n'est pas très loin, il reste 3 semaines du premier tour, à peu près 5 points derrière Marine Le Pen, loin aussi de son score de 2017 qui était pratiquement de 20%. Oui, ça va continuer à bouger. Il y avait 4 candidats à gauche en 2017, il y en a 6, il a failli en avoir 7 avec Christiane Taubira. C'est peut-être un peu beaucoup, il y a des regrets à LFI de ne pas avoir tenté quand même avant la campagne d'en ramener un ou deux pour une union un peu plus large. C'est pas des entreprises de séduction, là. Ça, c'est un petit dessin de clé de 12 ans. J'en ai quelques-uns pour illustrer les propos. C'est pas une entreprise de séduction, cette affaire de présidentielle, surtout dans la 5e. C'est quand même l'élection des choix et l'élection déterminante. C'est une question de contenu. C'est une question de contenu. Donc, ce que nous avons mis en débat, c'est les contenus. Et vraisemblablement, nous n'avons pas trouvé accord autour de ces contenus, particulièrement le fait de tourner le dos au libéralisme, le fait d'arrêter de tout marchandiser. On n'a pas réussi à trouver un accord sur ces sujets-là. Donc très bien, que le peuple tranche. Que le peuple tranche. Il y avait un petit clin d'œil là, avec justement les dessins de clé de 12 à Christiane Taubira, qui a été candidate et puis qui s'est retirée faute de parrainage, candidate issue de la primaire populaire. Il y a eu à peu près 400 000 citoyens de gauche qui se sont exprimés sur ce processus un peu inédit. Est-ce que vous y avez participé? Non, ça, je vous avoue que vous posez la question, donc, mais ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que moi j'étais mobilisée de toute façon d'ores et déjà dans la campagne présidentielle de l'Union populaire, que nous avons été critiques relativement à ce dispositif. Donc j'aurais trouvé assez malhonnête que de publiquement critiquer cette affaire de primaire citoyenne et puis hop, derrière le rideau, je ne suis pas très moderne, donc je suis quelqu'un d'assez honnête et d'assez simple en fait. Bon, finalement, les organisateurs ont fini en bout de course par soutenir un peu maladroitement Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Vous acceptez quand même ce soutien? En tout cas, nous, on se dit que après mûre réflexion, oui, c'est bien pour Jean-Luc Mélenchon qu'il faut voter. Bon, les dessins de clé de 12 qu'on voit là dans cette émission, c'est une petite partie d'une expo qu'il consacre en ce moment au Café Bénéfugue à Grenoble à la campagne présidentielle. Et toujours très inspiré notre dessinateur grenoblois. C'est une expo qui va évoluer comme ça au fil des semaines en fonction de l'actualité. Donc je vous invite, si vous aimez l'humour de clé de 12 et la présidentielle, à aller voir ces dessins. Alors depuis quelques semaines, la campagne est fortement impacté par la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il aurait fallu décaler le scrutin, selon vous? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'avant toute chose, ce qui doit nous animer dans la situation relativement à la guerre en Ukraine, à la gravité que ça représente, à un retour à nouveau d'une forte instabilité dans ce secteur, c'est d'agir le plus possible pour le cessez-le-feu,
pour arrêter le massacre qui est en train de se produire du peuple ukrainien. Les guerres, c'est comme ça. Ceux qui sont victimes, c'est avant toute chose, évidemment, le peuple. Les peuples. Je reconnais aussi, et je pense qu'il faut le dire, en particulier aux va-t-en-guerre pour lesquels toute chose est simple, reconnaître la complexité quand même de la situation. Nous pensons que la première chose à faire, c'est de prendre à bras-le-corps tout ce que nous permet la diplomatie. Et encore une fois, il faut exiger par l'Union européenne d'organiser cette conférence sur les frontières. Il faut remonter aux causes, mais pas seulement traiter les conséquences. Les guerres dans ce secteur, depuis la guerre en ex-Yougoslavie, portent sur la question des frontières. Donc il faut mobiliser cette conférence sur ce sujet parce qu'il faut avancer. Il faut mobiliser l'ONU. L'ONU, c'est l'institution de la paix. Donc il faut mobiliser l'ONU. Et s'il le faut, mais peu importe, il y a l'Assemblée générale qui peut aussi dire un certain nombre de choses, même si vous avez raison de dire qu'on doit aussi travailler avec les représentants chinois, travailler avec les représentants indiens. Et on sent bien qu'à l'échelle du monde, il y a quelque chose évidemment d'incertain. Mais il faut proposer de déployer des casques bleus si c'est nécessaire, sans doute autour des réacteurs nucléaires. Il faut que politiquement, on assume de dire qu'on veut isoler Poutine et soutenir par là même les démocrates russes. On les voit bien quand ils font des manifestations, quand ils osent prononcer le mot guerre et que tout ça, ça se transforme en emprisonnement pour des mois, voire peut-être pour des années au vu de la nouvelle loi. Et puis évidemment, c'est des sanctions économiques, mais il ne faut pas se tromper. C'est les oligarques qu'il faut taper. Il paraît qu'ils ont 1000 milliards en Angleterre. Allons-y, tapons. Il paraît qu'en France, on a mis des équipes fiscales en particulier sur ce sujet. Il paraît qu'en France, ils ont un certain nombre de biens. Donc allons-y. Parce que sur la question des sanctions économiques, il ne faut pas confondre là aussi les peuples et les dirigeants, et en l'occurrence là, les oligarques qui soutiennent Poutine. Cette situation, qu'est-ce qu'elle nous rappelle ? Elle nous rappelle que, d'abord, la France a une place particulière dans le concert des nations. Ça, nous en sommes convaincus. Elle appelle à dire le sérieux avec lequel il faut envisager cette élection présidentielle, non seulement au vu de la situation d'urgence sociale, d'urgence écologique dans le pays, bien sûr, mais au vu de l'instabilité des relations internationales. Et ça ne va pas se régler à coup de fil. C'est une situation qui avantage le président en place, ça, on ne peut pas le nier, notamment qui lui permet de se défiler, on va dire, sur les débats franco-français de premier tour. Ça impacte aussi tous les territoires en France. Ce jeudi, un nouveau contingent de militaires isérois composé de chasseurs alpins du 7e BCA basé à Vars est parti pour l'Estonie. Voilà, on les voit en images. L'Estonie qui est un pays frontalier de la Russie. Ils partent pour une mission de réassurance sous l'autorité de l'OTAN. C'est une bonne chose d'envoyer des soldats français sur ce type d'opération ? Votre question, on ne peut pas y répondre comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui participe de l'escalade nous interroge. Voilà. Après, il faut regarder pas après pas, situation précise après situation précise, mission après mission, ce qui est le mieux. Mais notre horizon doit être le cessez-le-feu et la paix. C'est impératif, c'est la seule issue. Sinon, d'abord, le peuple ukrainien va continuer à être sous les bombes, ce qui n'est pas acceptable, entendable, pour nous en tout cas, qui sommes des humanistes. Et de surcroît, le risque évidemment de contagion est majeur. L'heure est grave. Mais si Vladimir Poutine ne veut pas de toute façon faire la paix, qu'est-ce qu'on peut faire ? Laissez donc, avant de préjuger de cela, laissez donc faire ce qui devrait être fait. Laissez donc faire ce qui devrait être fait sur un plan diplomatique. Organisons cette conférence sur les frontières. Vous pensez que tout n'a pas été fait par les élus ? Non. Les élus. Tout n'a pas été fait par les instances internationales, mais on ne donne pas de leçons. On donne pas de leçons. On sait bien, encore une fois, que c'est compliqué, mais cette conférence sur les frontières, c'est ça qui explique tous les conflits depuis la guerre en ex-Yougoslavie. Donc, attaquons-nous à ça. Poutine serait prêt à faire cette conférence sur les frontières aujourd'hui, dans la situation actuelle ? En tout état de cause, ce que lui a pointé, c'est qu'à partir du moment où l'OTAN s'approchait trop nettement de ses frontières, alors il y aurait une réaction de sa part. Depuis 2014, on le dit cela, on dit attention, attention, là on va se retrouver dans une situation qui va être un conflit absolument majeur, toujours autour de cette question des frontières. Et encore une fois, peut-être que le déploiement de casques bleus, qui sont des
des militaires qui sont dédiés à la paix serait plus efficace. Alors, la paix, toujours la paix, encore la paix. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Et la diplomatie, c'est comme ça. La diplomatie, c'est on entend tout le monde et on cherche à faire se rapprocher des intérêts qui apparaissent comme contradictoires. C'est justement cette position qui fait dire à vos adversaires que Jean-Luc Mélenchon était plutôt conciliant avec Poutine. Moi, j'ai rien à répondre à ça. J'ai rien à répondre. Franchement, nous, ce que l'on veut, c'est avancer. C'est inacceptable. C'est injuste. Je ne sais pas, je ne sais pas ce Vous avez vu ces affiches dans l'agglomération grenobloise ? À Saint-Martin-d'Air en particulier, oui, tout à fait. Je ne sais pas ce à quoi veulent jouer ces gens-là, qui fassent comme nous, qui fassent les propositions, qu'ils expliquent comment ils vont répondre au dérèglement climatique et à l'urgence sociale. Et ça sera très bien pour la démocratie. Alors, un autre aspect de ce conflit, c'est l'afflux de réfugiés, plusieurs millions qui arrivent en Europe et en France aussi. Ça vient petit à petit. La ville de Grenoble s'est positionnée, comme beaucoup d'ailleurs, pour les accueillir. Les collectivités, d'une façon générale, s'adressent notamment et particulièrement aux préfectures pour qu'on puisse regarder comment les accueillir de la meilleure manière. La France a aussi la responsabilité d'aider des pays comme la Pologne, qui sont, si j'ose dire, en première ligne pour l'accueil des réfugiés. Moi, je suis une humaniste. Donc mon cœur, malgré la situation, se remplit de quelque chose de l'ordre de la très forte fraternité, parce que je me dis, bon, tous les peuples et leurs dirigeants se lèvent pour accueillir donc le peuple ukrainien. Et je me dis qu'au fond, ceux qui meurent au fond de la Méditerranée valent bien la même chose que ceux qui aujourd'hui sont sous les bombes en Ukraine. Ils n'ont pas forcément donc, ça le me donne traitement. C'est un peu ce que je veux dire, en effet. Mais il y a les bons cela et les me donne, migrants. oui, c'est un peu la vision parfois, oui, qui est véhiculée par un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Mais je me dis qu'après un tel mouvement, je l'espère en tout cas, il sera plus difficile de revenir en arrière et d'être indifférent à l'égard de cette Méditerranée qui se transforme en cimetière. Alors le conflit en Ukraine qui a mis également les questions énergétiques au cœur de la campagne, avec cette flambée des prix à laquelle on assiste. Votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, est lui pour un blocage à la baisse des prix du carburant. Oui. Alors ça, c'est facile à promettre quand on est candidat. Est-ce que c'est aussi facile à réaliser une fois qu'on est président ? Non, je crois que ça n'est pas le plus compliqué. Je m'explique et je veux d'autant plus m'expliquer sur ce sujet qu'il illustre bien les logiques portées par Emmanuel Macron et ses amis et les logiques que nous portons à l'Union populaire. Macron dit, voilà, moins 15 centimes. Bon, d'abord, ce ne sera pas suffisant, et d'une, donc pas très efficace, et de deux, c'est quand même nous qui allons payer. Vous êtes bien d'accord ? C'est nous tous qui allons payer, puisque c'est l'argent public qui viendra abaisser ce coût. Nous disons tout autre chose. Nous disons d'abord que non seulement nous bloquons les prix, mais que nous les faisons revenir à quelque chose, on va dire, autour de 1,20 € à peu près. Bon, ça dépend de la nature de l'essence, mais peu importe. Mais surtout, ce que nous disons, c'est, mais regardez, Total, tiens, 15 milliards d'euros de bénéfices, de profits l'année dernière. Ils ont battu tous les records du CAC 40. Ils en ont distribué 8 aux actionnaires. Donc, a priori, si on bloque les prix à la baisse, eh bien, eux, ils devront rogner sur leurs profits. Et nous, on trouve que c'est tout à fait juste. Et c'est peut-être bien moins compliqué que d'aller taxer encore les Français. Françaises, ça peut éventuellement s'entendre. Et alors, 15 milliards de bénéfices... Non, mais les entreprises étrangères qui vendent de l'essence en France, comment vous les contraindrez on régnera de la même manière. De toute façon, les prix seront bloqués. S'ils ne veulent pas, et croyez-moi, vous verrez, ils continueront de toute façon à nous apporter leur gasoil, leur essence et tout ce que vous voulez. De ce point de vue-là, je ne suis absolument pas inquiète parce que des bénéfices, ils vont continuer à en réaliser. Nous, notre idée, c'est pas que nous payons, nous, pour une mesure qui est une mesure inefficace. Notre idée, c'est que ceux qui le peuvent, particulièrement ces grands groupes, 15 milliards de bénéfices, je pense que 15 milliards de bénéfices, c'est ce que Macron propose, encore une fois, en termes de réduction d'impôts. D'accord ? Donc, ça n'est vraiment pas une paille. 8 milliards distribués aux actionnaires. Rognons là-dessus. Voilà. Vous parliez des sanctions économiques oui. tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il faut faire tout pour se priver du gaz, pour se passer plutôt du gaz et du pétrole russe ? Pardon, nous pensons sur la question des sanctions économiques qu'il faut surtout concentrer la pression et les sanctions sur les oligarques. C'est là le point faible. Ces gens qui veulent absolument accumuler
jusqu'à des ces niveaux oligarques, pour certains, qui ils vendent sont, du pétrole et du qui gaz sont inimaginables. aux pays européens. Oui, tout à fait. Mais par la contrainte par les prix, encore une fois, on jouera sur leurs bénéfices. Ce à quoi il faut veiller, c'est ne pas confondre, encore une fois, le peuple russe, Poutine et les oligarques. C'est pas toujours au même de payer. Parce que le peuple russe, ça fait un moment quand même qui paye. Alors, au-delà de ce conflit, il y a une stratégie énergétique à plus long terme dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, avec notamment une sortie assez radicale du nucléaire. Alors, sortie du nucléaire, alors, évidemment, le nucléaire. On pouvait s'attendre à ça des écologistes, peut-être moins non. la France Insoumise. On voit le Parti communiste, qui est quand même proche idéologiquement de vous, qui lui est vraiment sur une position opposée à celle-là. Alors, comment dire les choses d'une façon simple? Je dirais qu'il y a, je sais pas, par exemple une quinzaine d'années, sans nul doute, on avait toute une partie de la gauche que moi j'appelais la gauche béton et qui était donc effectivement plutôt favorable au nucléaire. Et aujourd'hui, on a vu, dont Jean-Luc Mélenchon, mais depuis le parti de gauche, hein, c'est pas d'hier, bouger sur ce sujet. Nucléaire, on ne sait pas faire les EPR, ça coûte une fortune, on ne sait pas les arrêter, on ne sait pas les entretenir à long terme, on ne sait pas quoi faire des déchets, c'est extrêmement dangereux. Il faut s'arrêter. La question des énergies fossiles, c'est ce qui contribue et à la pollution et au dérèglement climatique. Il faut s'arrêter. Et ça doit être une tâche tout à fait prioritaire pour l'ensemble du pays. On a les ingénieurs, on a les ressources, on a l'intelligence des jeunes gens, surtout s'ils ont une allocation et qui ne sont pas obligés de travailler en parallèle, pour arriver en particulier à développer des systèmes offshore avec l'éolien, utiliser l'hydrogène. Mais j'ai envie de dire, peu importe quels que soient d'une certaine façon les termes alternatifs, il faut s'arrêter avec ça. Nous n'avons plus le choix. Puis bien sûr, il y a une question de sobriété. Bien sûr, il y a sans doute du recours à de l'énergie qu'il ne faut plus avoir parce qu'elle est gâchée, parce qu'elle est inutile, tout simplement. Donc ça, c'est un sujet, notamment sur les déplacements, c'est un sujet qu'on doit absolument se poser. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des figures écolos à l'intérieur de l'Union populaire et que nous sommes une gauche écolo. Social et écolo. Les meilleurs experts français ont rendu un rapport il y a quelques semaines sous l'égide de RTE avec différents scénarios où la sortie radicale du nucléaire, comme vous l'a proposé, leur semble irréaliste par rapport à la capacité de production des énergies renouvelables. Eh bien, nous provoquerons des débats contradictoires avec ces personnes. Ces experts ? Ça n'est pas ça que je veux dire, je ne me permettrai pas tout de même. Je dis que nous provoquerons des débats contradictoire, parce que de toute façon, sans nul doute, il y aura un débat de société autour de ces sujets. Il faudrait qu'il y ait un débat de société autour de ces sujets. Vous vous rappelez de la conférence citoyenne sur le climat ? Vous vous rappelez la manière dont Macron a finalement trié absolument toutes les propositions ? Je ferme cette parenthèse. Mais en même temps, c'est un vrai problème démocratique et citoyen. Quand il a fait ça, il a cassé toute la logique de mobilisation de ces personnes qui voulaient se saisir de ce sujet et qui avaient raison. Donc, un grand débat autour de ces sujets qui induiront sans doute des débats contradictoires avec ces personnes. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ça à un moment donné. Donc, il faut trouver les voies et les moyens. C'est pas la première fois que l'humanité n'a pas le choix et elle a trouvé les voies et moyens. Alors, vous évoquez cette conférence citoyenne sur le climat qu'avait organisée le gouvernement l'an dernier. La métropole vient de mettre en place sa conférence à l'échelle métropolitaine avec 150 citoyens qui ont été volontaires mais qui ont été tirés au sort. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Moi, ma position, elle est simple. C'est tout sauf la logique du gouvernement. Donc, il faut prendre cette affaire au sérieux et il faudra retenir l'ensemble des propositions des citoyens. Quelque chose que nous portons, bien sûr, avec les amis grenoblois, l'ensemble des amis grenoblois. On peut dire qu'on n'est pas non plus très en avance ici à Grenoble sur l'éolien. Il y a pratiquement aucune éolienne dans notre département. On a beaucoup de barrages quand même hydrauliques. Mais sur l'éolien ou sur le solaire, on n'est pas non plus... On avait Photowatt qui était un petit bijou industriel. Mais pour la ça, c'est une question là aussi de choix. Là, on voit des images d'un champ solaire qui a été ouvert il y a quelques mois au nord de Grenoble, entre Vorep et Grenoble. Ce type d'installation, il faut les développer. Ce serait x20 si on en croit les rapports de RTE, si on veut se passer du nucléaire. Alors oui, mais je pense mais oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision
il faut pas avoir cette vision-là. Il faut avoir une vision qui est beaucoup plus ouverte et qui est beaucoup plus diversifiée. Hein. C'est pas parce que ici on a fait des champs de panneaux photovoltaïques que pour s'en sortir, il faut multiplier ces champs par 10, par 12, par 20. On a besoin de terres pour l'agriculture en particulier. C'est pas de cette façon-là qu'il faut penser. Il faut penser d'abord sur tous les types de production d'énergie. Nous, ce qui nous paraît important à creuser, c'est la question de l'hydrogène et c'est le offshore éolien. Pour info, je crois qu'il y a 2 éoliennes sur le département en Isère. On les voit là. Que vous parliez, d'accord. Non, voilà. Parce que les offshore, enfin les éoliennes en pleine mer, en fait, je croyais que c'était ça que vous alliez aborder. Il y en a très peu. Oui, c'est encore très peu développé. C'est quelque chose qui n'a pas très long à mettre en place développé. Aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est ainsi. Nous n'avons pas le choix. Si on veut que l'allocation d'études permette à nos jeunes gens de se projeter dans l'avenir, encore faut-il qu'il y ait encore une planète sur laquelle vivre et une nature avec laquelle être en harmonie avec les animaux. Alors tout à l'heure, vous m'avez montré le livre programmatique de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il y a 694 mesures à l'intérieur. Elles sont toutes disponibles dans le livre et puis sur le site du candidat. Mais si les électeurs retiennent 2 ou 3 mesures de chaque candidat, ce sera déjà énorme pour se faire une opinion sur cette campagne. Alors, on a parlé de l'énergie, des blocages des prix, des retraites. Sur quoi la France Insoumise va axer la fin de sa campagne pour essayer de marquer les esprits ? Nous continuons à être sur les mesures d'urgence sociale, que sont le blocage des prix. Savez-vous qu'un paquet de pâtes a pris 42%? Vous vous rendez compte ? 42% de plus pour pouvoir acheter un paquet de pâtes. Il faut quand même être conscient que 12 millions de Français sont dans la précarité énergétique. Ça veut dire qu'ils ont froid. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de mettre de l'essence dans la voiture quand on est contraint de toute façon à l'utiliser. C'est 8 millions qui sont en précarité énergétique, c'est 12 millions qui fréquentent les banques alimentaires. Donc, il y a une absolue priorité pour répondre à cette urgence sociale. C'est le SMIC à 1 400 €. C'est l'augmentation des pensions, tout à fait. L'augmentation des pensions et bien évidemment la retraite à 60 ans. C'est l'allocation d'études et c'est le blocage des prix. Évidemment, l'autre sujet, c'est la planification écologique. C'est urgent, ça chauffe. Il faut donc organiser l'appareil de production et nos modes de consommation de façon à ce qu'ils soient conformes avec la planète. Vous savez qu'on parle de règles vertes, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité à ne pas prendre plus de ressources à la planète qu'elle n'est capable d'en produire sur une année. C'est la sortie du nucléaire, la réorganisation de la production de l'énergie et bien sûr, la 6e République, la fin de la monarchie présidentielle. Et pour ça, on a rendez-vous dimanche, tous ensemble, à Paris, pour marcher en faveur de cette 6e République. Et Emmanuel Macron a dévoilé cette semaine certaines de ces mesures, notamment dans le domaine du social. Il propose par exemple de conditionner le RSA donc à une activité facilitant l'insertion professionnelle ou la formation des bénéficiaires, contre 15 à 20 heures à peu près par semaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Je ne l'ai pas choisie au hasard parce qu'elle est déjà expérimentée depuis quelques années ici en Isère. Écoutez, franchement, si pour les bénéficiaires du RSA, on trouve une activité entre 15 et 20 heures, vous savez quoi ? Embauchons-les. Et puis on leur donne du travail. Et puis on n'en parle plus. Non, tout simplement. Et ça repose quand même, encore une fois, petit mépris quand même pour le peuple, monsieur Macron, Il a quand même un drôle de regard sur nous. Et en particulier, je pense qu'il considère les Français comme des feignants. Donc, je lui dis, si vous avez, monsieur Macron, la capacité de trouver de 15 à 20 heures d'activité, si possible d'utilité sociale et d'utilité écologique, mais là, c'est peut-être beaucoup lui en demander, eh bien, embauchons-les pour faire effectivement ces travaux et ces activités. C'est une idée en l'air, c'est une idée qui n'est pas travaillée, en vérité. Et encore une fois, c'est surtout jouer sur cette idée selon laquelle il n'y a qu'à traverser de la rue pour trouver du boulot, l'affaire du pognon dingue, tout ça. Ça n'est en rien lié au hasard. C'est bien la vision qu'il a de nous. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un décalage peut-être théorique et puis sur la pratique? On est allé voir, nous, des bénéficiaires de cette mesure qui est mise en place donc, par le département dirigé par Jean-Pierre Barbier, qui est un républicain. Alors, c'est 2 exemples parmi d'autres, mais on leur a demandé embauchons-les. Leur sentiment par rapport à cette mesure. Alors, faut les embaucher. Bon, on les écoute et on en discute juste après. On n'est plus rien quand on fait rien. On ne sert à rien, on est inutile, à part tourner en rond. Là, on sert à quelque chose, au moins. On fait quelque chose, on s'investit dans quelque chose.
On donne quelque chose et on reçoit en échange ou on ne reçoit pas. Mais c'est pas grave. Mettons, j'arrive le soir, je suis fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Vous savez, comme je travaille plus, j'ai fait quelque chose de mon temps de libre, puis voilà. Tourner en rond, ça a 5 minutes. Ah, vraiment, j'ai trouvé ma place. Alors, je vous entends, l'idéal, c'est de les embaucher effectivement à 1 400 €, mais entre le RSA sans perspective d'activité et puis ce compromis, vous ne pensez pas que ça peut être pragmatique, justement, une solution comme celle-là? Mais en quoi c'est pragmatique que de faire travailler les gens à l'œil? C'est ça qu'on fait, à peu de choses près. Oui, on les fait travailler à l'œil. Là, il y a du travail, effectivement. Alors là, dans une agriculture biologique, vivrière, locale, de proximité, à coup sûr, il y a du travail. Donc, il faut peut-être serrer un peu plus ceux qui transforment toute l'industrie agroalimentaire, etc., pour créer les conditions pour que ces exploitations soient pas seulement portées par des associations, ça c'est une association, mais soient portées par des entreprises agricoles qui auront les moyens d'embaucher effectivement, par exemple, ces personnes. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas très honnête dans tout ça. Là, il s'agit bien, je ne connais pas la situation, mais j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une association. Alors donc, c'est les associations qui vont proposer des activités à ces personnes. Alors ça, c'est sûr, vu le secteur du caritatif, de l'humanitaire, etc. Du travail, il y en a. Mais qui va les encadrer ? Qui va les encadrer ? Qui va les accompagner ? Il va falloir refinancer un peu plus les associations. Bref, vous voyez bien, on fait le tour. Moi, je dis, il y a de l'activité, alors il y a de l'embauche. Et voilà, et c'est bien mieux. Et toutes les questions en creux de dignité, eh bien, effectivement, elles seront respectées. Parce que quand on ira les voir, ils diront, j'ai du travail, même à mi-temps. 20 heures, c'est un mi-temps. C'est un mi-temps. Alors, Élisa Martin, à Grenoble, vous êtes en charge des quartiers populaires et de l'égalité républicaine. Vous étiez d'ailleurs en charge de la tranquillité publique sur le premier mandat d'Éric Piolle. On a l'impression que les candidats à la présidentielle ont mis un peu de côté la problématique des quartiers populaires en France. Sauf nous. On se souvient du Karcher de Nicolas Sarkozy qui avait mis un focus là-dessus, en bien ou en mal. C'est une thématique pourtant importante qui concerne beaucoup de monde. Qui est fondamentale, d'abord parce que dans les quartiers populaires, les inégalités jouent à plein. On a des taux de chômage qui sont 3 fois plus importants. Beaucoup d'allocataires du RSA, d'ailleurs, dans ces quartiers. Tout à fait. Des jeunes gens qui, pour beaucoup, là aussi, sont au chômage. Donc, il faut se mobiliser d'une façon radicale pour que, dans ces quartiers, on réintroduise des services publics, qu'on redonne les moyens à l'école pour que l'ensemble des enfants puissent avoir effectivement des perspectives, qu'on mette les moyens sur le cadre de vie aussi, parce que la question du cadre de vie dans les quartiers populaires est souvent assez problématique. Un avenir pour les enfants, ça veut dire l'école et ça veut dire la question écologique et un travail rémunérateur. Donc pas ces trucs-là. Pas ces machins où on vous fait bosser 20 heures à l'œil. Ils veulent un travail qui soit rémunérateur, qui soit à la hauteur des efforts qu'effectivement ils fournissent jour après jour pour aller au travail. C'est ça les 3 points pour nous qui doivent être mis en débat auprès des personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Vous savez, nous, on a une caravane. Et donc, avec cette caravane, on est très présent. On va s'installer à la Villeneuve là, d'ici fin mars. Vous parlez justement du cadre de vie. L'État, et notamment ici à Grenoble et sur le quartier de la Villeneuve, a investi beaucoup d'argent, des centaines de millions d'euros pour rénover justement ces quartiers. C'est ça que vous vouliez dire, pardon. Votre langue a fourché. Ça n'est pas l'État. C'est l'État qui porte le projet. Ceux qui sont en première ligne dans les quartiers populaires qu'on dit concernés par l'Agence nationale de renouvellement urbain sont en vérité essentiellement les bailleurs, et c'est heureux. Parce que, évidemment, les logements doivent être rénovés et rénovés sur un plan énergétique. Parce que ça, bien sûr, c'est une façon de lutter contre le gâchis et l'énergie qui part au travers des murs et par les fenêtres. C'est quand même la première chose que je veux dire. L'ANRU, c'est 10% d'argent frais. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Bien. Et ensuite, quand même, j'ose dire que l'Agence nationale de renouvellement urbain est une agence. Donc, c'est un système qui est adémocratique. D'accord ? Et bien évidemment, à partir du moment où le système n'est pas démocratique, les habitants, leurs revendications, leurs visions y ont peu de place. Pour autant, on se saisit de ce que l'on peut se saisir, évidemment, pour améliorer les conditions de vie, particulièrement pour ce qui nous concerne, à la Villeneuve et à Mistral. Mais ça ne nous empêche pas
d'interroger le système globalement, qui est souvent le cas avec les systèmes d'agences. Vous parlez de rénovation énergétique. Le département a mis en route un chantier important pour son siège. La mairie de Grenoble, qui est réputée pour être une passoire, est-ce qu'il y a des projets? Alors là, c'est très compliqué parce que la mairie de Grenoble est un bâtiment qui est classé au patrimoine du 20e. Donc on n'a pas du tout la main sur tout. Si, il y a un certain nombre, bien sûr, de travaux qui sont faits. Mais là, là, on touche des choses qui sont un peu plus complexes. Ce qui compte, c'est que la mairie de Grenoble, en l'occurrence, soit aux côtés, là aussi, des bailleurs et de la métropole pour favoriser tout ce qui est isolation énergétique, alors qu'après tout, on n'y est pas obligé. Or, on y est, y compris du côté des logements privés, logements publics et logements privés. Alors, c'est des thèmes qui ressortiront sûrement après la campagne présidentielle, puisqu'il y aura les élections législatives en Isère comme ailleurs. Est-ce que la France Insoumise a déjà choisi ses 10 candidats pour les 10 circonscriptions iséroises? Alors, l'Union populaire a comme souci qui me paraît absolument nécessaire, évident, d'avoir autant d'hommes que de femmes. Donc on travaille. C'est pas une obligation pour les législatives. Oui, mais pour nous c'est une obligation. Donc on travaille ce sujet et quand on aura travaillé ce sujet, alors à ce moment-là, on pourra dire quels sont nos candidats. C'est pas l'urgence. Là, l'urgence, franchement, c'est vraiment la question de la présidentielle, faire valoir de nos propositions et faire entendre qu'au fond, l'avenir est bien plus radieux avec l'Union populaire et Jean-Luc Mélenchon qu'avec Emmanuel Macron, qui nous repasse le même film. On a entendu hier. Alors, si vous n'avez pas encore choisi, d'autres sont déjà en campagne. Le PC a désigné ses délégués de circonscription en Isère. Europe Écologie Les Verts a fait également des primaires au sein des adhérents pour désigner, flécher des candidats potentiels. Les Républicains, eux, ont carrément choisi leurs 10 candidats. La campagne a donc commencé pour certains. La semaine dernière, on recevait à votre place Stéphane Blanchon, conseiller régional élu en 2021 sur la liste du Rassemblement national, mais qui a depuis changé de camp en rejoignant Éric Zemmour. On lui a demandé, c'est un peu la tradition dans cette émission, de vous poser une question. Elisa Martin, elle portait justement sur ce début de campagne des législatives. On l'écoute. Bonjour Elisa Martin, moi j'aurais une question simple. Est-ce que vous avez procédé à l'exclusion des nervis de la France Insoumise qui ont agressé Clément Chappé dans la 3e circonscription il y a quelques semaines? Merci. Alors, juste pour préciser, Stéphane Blanchon fait allusion à un incident survenu sur le marché Saint-Bruno en février dernier. Un Clément Chappé, qui est un candidat LR, affirme, image à l'appui, avoir été agressé par un membre de la France Insoumise. Alors, c'est une vidéo assez courte. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à la question de Stéphane Blanchon sur les sanctions? Pour moi, il n'y a pas de débat. Je condamne, nous condamnons la violence, d'où qu'elle vienne. Mais permettez-moi quand même de faire part, disons, à minima, de mon étonnement quand cette personne soutient un candidat qui a été condamné par la justice française à plusieurs reprises pour provocation à la haine religieuse, à la haine raciale. Permettez-moi d'être particulièrement troublée, parce que du coup, j'ai regardé un peu plus que sa question. Et donc, j'ai écouté j'ai écouté avec attention ce qu'il disait. Ce que cette personne dit, c'est le problème, c'est l'islam. Ça n'est pas acceptable. Ça suffit de faire déferler toute cette haine sur quoi? Sur les musulmans, aux prétendus tels, par leur couleur de peau, par leur adresse, par leur origine géographique, que sais-je encore. Ça suffit, ça n'est pas acceptable. Et ça n'est pas le problème. Le problème, c'est le dérèglement climatique. Le problème, c'est l'explosion des inégalités sociales, en particulier avec Macron. Savez-vous que 5 personnes dans ce pays détiennent l'équivalent de ce qui est détenu par 27 millions de Français. C'est ça le problème, le dérèglement climatique, l'absence de démocratie, l'ouverture d'une nouvelle phase populaire avec la 6e République. C'est ça le problème, c'est pas l'islam. Et ça suffit, ça suffit. Et ça vaut toutes les violences du monde, je crois. Bon, alors cet incident a eu lieu sur le marché Saint-Bruno, je disais, donc c'est la 3e circonscription de l'Isère, une des 2 qui concerne la ville de Grenoble, où le match s'annonce disputé face à la députée sortante Émilie Chalas, qui est un soutien d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous serez candidate, vous, personnellement, sur cette circonscription? Je vous ai répondu tout à l'heure. Nous, on n'est ni la gauche casino, vous m'avez dit que vous étiez en train de chercher l'équilibre homme-femme. En général, c'est qu'on a plus d'hommes que de femmes, donc une candidature féminine est peut-être plus facile à avancer. On n'est ni la gauche ni la gauche égoïste, ni la gauche casino. Pour nous, ce qui compte, avant toute chose, c'est l'élection présidentielle. Il nous reste 3 semaines. Toute notre énergie, du soir au matin, est mobilisée sur l'élection présidentielle.
Oui, mais vous ne pouvez pas faire abstraction de la suite. Vous évoquiez justement le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, 18 députés qui pèsent aujourd'hui parce qu'ils ont été élus. Si jamais Jean-Luc Mélenchon était battu à la présidentielle, il ne faut pas rater la séance de rattrapage. On ne ratera pas cette étape, mais étape après étape. Donc la candidature n'est pas décidée en ce qui vous concerne sur cette circonscription? On n'en est pas encore là. On a parlé d'Éric Piolle, à un moment, le maire de Grenoble, qui aurait pu se lancer, semble-t-il. Cette hypothèse est moins d'actualité aujourd'hui. Ce serait marrant, un débat, un affrontement entre la première adjointe et son maire. Il faut lui poser la question. on lui posera. On sait que les relations entre Éric Piolle et Jean-Luc Mélenchon sont un peu tendues. Il y a eu quelques échanges dans la presse ces derniers mois. Vous, comment ça se passe, les relations avec Éric Piolle aujourd'hui? Vous soutenez deux camps différents pour ces présidentielles? C'est la vie, c'est la démocratie. Bon, tout va bien. Enfin, je veux dire, il arrive très régulièrement qu'au sein d'équipes politiques locales, c'est quand même ce que nous sommes, il puisse y avoir des choix différents. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est que l'équipe municipale soit mobilisée dans l'intérêt des Grenoblois. C'est ça qui compte. Voilà. Le reste, c'est chacun son affaire. Moi, je soutiens Jean-Luc Mélenchon. C'est absolument incontestable, tout à fait prévisible, tout ce que vous voulez. Et ensuite, chacun fait comme il le souhaite. Éric Piolle a quand même participé à la primaire écolo. Donc, a priori, il paraît plutôt sensé qu'il soutienne le candidat écolo. Mais encore une fois, ça ne pose pas de problème. C'est la démocratie. Voilà, c'est comme ça. Alors, il a justement perdu cette primaire écologie. S'il l'avait emportée, il aurait fallu, au moins temporairement, que quelqu'un le remplace à la mairie de Grenoble. En tant que première adjointe, c'était vous qui auriez pris ces En tout cas, fonctions. c'est ce que disent les textes sur un plan institutionnel. Mais bon, moi, je ne fais pas de politique fiction. Oh là, c'était pas de la Vous fiction. voyez bien comme J'imagine que quand il s'est présenté, vous avez quand même évoqué le cas de figure. Pardon, en ce sens-là. En ce sens-là. Je ne voulais pas dire, bien sûr, autre chose. Il a annoncé de toute façon, Éric Piolle, qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat. Ça veut dire qu'en 2026, il faudra trouver un nouveau candidat, une nouvelle tête de liste pour cette union entre les écologistes et la France Insoumise. C'est votre tour? A priori, non. Enfin, non. Moi, c'est pas non. C'est pas quelque chose qui vous fait rêver ou qui... Il faut pas. Enfin, je veux en rien dénigrer la fonction de maire de Grenoble, mais enfin voilà. Aujourd'hui, c'est pas dans mes non. C'est pas. De toute façon, je planifie pas. Moi, je ne gère pas une carrière. Je sais pas comment vous dire. Les choses, elles sont arrivées les unes après les autres, comme elles sont arrivées, y compris mon arrivée à Grenoble. Enfin, je sais que c'est difficile sans doute à croire aujourd'hui, mais je planifie pas les choses. Il y a beaucoup de femmes politiques qui ont un plan de carrière assez élaboré et qui se déroulent pas comme ils l'ont prévu, mais pas vous. Moi, non. Bon, on verra, 2026, ça laisse encore un peu de temps. Vous vous rendez compte d'ici là, tout ce qui va se passer? On est dans une situation qui est tellement difficile. À chaque jour suffit sa peine. Là, pour l'instant, c'est Mélenchon président. On arrive au terme de cette... émission, Elisa Martin. Je propose régulièrement aux invités une petite carte blanche, un sujet qu'on n'a pas forcément traité, qu'ils ont envie de mettre en avant. Je crois que vous avez envie de parler des femmes. Oui, j'avais envie de vous parler de nous, parce que les hommes parlent beaucoup de nous. Vous êtes majoritaire en plus en France. Exactement, donc j'avais envie un peu de parler du droit des femmes pour dire que élus, nous engagerons une loi de lutte contre le sexisme et contre, bien sûr, les violences faites aux femmes, que cette loi permettra de programmer le milliard qui est évalué par les associations, particulièrement en matière d'accueil des victimes, mais aussi d'hébergement, pour mettre à l'abri les femmes et souvent leurs enfants quand cela est nécessaire. J'ajoute à cela quelque chose qui me paraît important, c'est que cette loi dira aussi que des sanctions financières et pénales seront prises contre les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. Vous savez qu'on gagne encore 17% de moins que les bonhommes. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait incroyable et tout à fait inacceptable. Si j'appuie sur ce point-là, c'est parce que ce que cela signifie, cette inégalité salariale en creux, c'est un partage social du travail qui n'est pas à notre avantage, et parce que ce partage du travail, les femmes à la maison, les enfants, les hommes en politique et dans les fonctions dirigeantes, dit tout du patriarcat que l'on subit. Voilà.
Très bien. Merci pour. Merci à vous, merci pour votre invitation. Il me reste 2 petites choses à vous demander. Alors, d'abord, un petit clin d'œil à Clé de 12 qui nous accompagnait avec quelques dessins. Je vous rappelle que vous pouvez voir son exposition en ce moment, inspirée par la campagne présidentielle à Baie des Fugues Café, rue François H, jusqu'au 24 avril. Là, on fait un petit clin d'œil aux déclarations de patrimoine. Effectivement, c'est Philippe Poutou qui ferme la marche avec 32 000 € seulement de patrimoine. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, lui, a un peu plus d'1,3 million avec ses... Il est propriétaire d'un appartement à Paris. Donc à Paris, ça chiffre vite. D'ailleurs, il paiera, s'il est maintenu par le gouvernement en place, il paiera l'impôt sur la fortune immobilière qui avait été mis en place il y a quelques années. Oui, ce qui prouve que ça serait quand même mieux de faire payer l'ISF sur l'ensemble de ce que les gens possèdent, y compris leurs actions, etc. Je ne vous fais pas de dessin. Ils l'ont supprimé, l'ISF, tout simplement. Voilà, c'est tout. Et ils ont refusé d'aller chercher l'argent aussi là où il était, plutôt que de le prendre dans la poche des Français, d'aller le prendre là où il était. De toute façon, je pense que le gouvernement Macron a choisi quel type d'intérêt il voulait défendre. Ce n'est pas les nôtres. Alors, on parlera peut-être d'ailleurs de l'ISF la semaine prochaine avec notre prochain invité, Didier Rambaud, qui est le sénateur La République En Marche de l'Isère, mais qui est un ancien élu du Parti socialiste. Il a peut-être un avis un peu nuancé sur cette mesure du gouvernement Macron. Avant de l'accueillir la semaine prochaine, je vais vous demander de lui poser une question. Elisa Martin, vous regardez la caméra qui est à côté, en face de vous, et je vous laisse lui poser une question. Bien, bonjour Monsieur Rambaud. Nous et moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est comment il est possible de soutenir Macron, qui, d'une façon unilatérale, quelques mois avant l'élection présidentielle, alors que l'élection présidentielle et l'élection dans la Ve République des choix, de relancer et d'investir dans le nucléaire. Comment, démocratiquement, cette affaire est possible? Comment peut-on, encore une fois, quelques mois avant l'élection présidentielle, s'engager dans un chemin aussi fort, aussi dangereux, aussi, j'ose le dire, plutôt que de mettre cela en débat au travers de l'élection présidentielle? Donc c'est antidémocratique et dangereux. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces échanges. Rambaud sur la prochaine émission. Le QG Politique est diffusé toutes les semaines, le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Et vous pouvez revoir toutes les émissions de la saison sur le site internet télégrenoble.net.